Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre cours online Doing Business in ESCE en partenariat avec le CNCCEF. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui M. Jérôme de Lavergnole, président de la commission formation du CNCCEF, président des Cristalleries Saint-Louis, filiale du groupe Hermès. Bonjour Jérôme. Bonjour Caroline. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez accepté ce partenariat avec le SCE particulièrement? Dans les 4 missions que nous en avons une dans le domaine de la formation. Le SCE est une école avec laquelle les conseillers du commerce extérieur collaborent depuis de très nombreuses années, notamment à travers le master qui concerne ce que j'appelle Export Management. Et dans ce master, nous avons la possibilité d'intervenir à travers un cycle de conférences qui permet aux étudiants de ce master d'avoir des expériences très pratiques, très vécues, de conseillers qui sont allés à l'international et qui vont apporter un regard sur ce qu'ils ont pu vivre. Nous avons pensé que dans le cadre de ce master, nous voulions aujourd'hui aller un cran plus loin. Et vous le savez, aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce qui se passe dans les différents pays. Et donc, il nous est apparu important que des conseillers qui sont allés en Russie, qui sont allés en Chine, qui sont toujours peut-être en Chine ou en Russie, puissent apporter un regard à travers ces expériences tutorielles, si je puis dire, ce regard de qu'est-ce qu'il se passe dans le pays dans lequel j'interviens, qu'est-ce qu'il se passe en Russie, qu'est-ce qui se passe en Chine, quels sont les problèmes que je rencontre au quotidien dans mon entreprise, quelles sont les choses que je dois éviter, quelles sont au contraire les choses que je dois faire pour être à même de pouvoir remporter des marchés. Donc c'est un cran, je dirais, au-dessus de ce que nous avions l'habitude de faire jusqu'à présent, mais je pense que là encore, c'est toujours dans la même logique pratique de pouvoir apporter une expérience concrète de terrain pour les étudiants, car rien ne remplace le réel, le concret. La théorie, c'est très bien, c'est important, mais le concret, c'est encore mieux. L'Afrique, ça fait plus de 30 millions de kilomètres carrés et je pense qu'il faut montrer une petite carte sur laquelle on plaque différents pays. Mais dans l'Afrique, vous pouvez rentrer en taille les États-Unis, vous pouvez rentrer l'Union européenne, vous pouvez rentrer la Chine, vous pouvez rentrer l'Inde et vous ne remplissez pas la totalité de la surface. Et donc en termes d'environnement différents, vous nous disiez 54 pays, est-ce qu'on peut faire des regroupements? Est-ce qu'il y a des éléments communs qu'on peut retrouver? Il y a des regroupements qui sont faits au sein de différents États par groupe, mais si vous voulez, on ne peut pas raisonner malheureusement comme cela. Il y a des pays qui sont des pays francophones, alors ceux-là, on les connaît bien et on parle souvent de cela et on voit l'Afrique au travers de ces pays-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des pays lusophones, il y a des pays anglophones et c'est aussi des très grosses économies. Et alors justement, les différences économiques, quelles sont-elles? Le problème, déjà, le problème de la démographie. Si vous voulez, vous avez un pays comme la Namibie, qui est un des pays les moins peuplés au monde. Vous ne pouvez pas le comparer avec le Nigeria, qui est un des pays, lui, le plus peuplé au monde, avec plus de 150 millions d'habitants, peut-être 160 aujourd'hui. Les économies sont tellement différentes que c'est très difficile de comparer un pays avec un autre. Et alors le Nigeria, lui, ce serait alors, le Nigeria est un pays qui se distingue un peu avec sa population, et je cite toujours un exemple qui est la ville de Lagos, qui a une économie, en étant juste sur la ville, qui est supérieure à l'économie du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Gabon cumulés. Bon, ce sont des choses qui sont quand même extrêmement puissantes, et j'aime bien amener les gens dans le port de Lagos, même des Africains, qui sont toujours extrêmement surpris de voir la vitalité que peut avoir un pays comme celui-là. Bonjour Gilles. Bonjour Caroline. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du climat des affaires en Asie centrale? Alors parler du climat des affaires en général, c'est pas simple, puisqu'on a une zone géographique qui est l'Asie centrale, mais en même temps on a 5 pays indépendants, 5 pays souverains, qui ont chacun développé leur propre législation, qui ont aussi des évolutions économiques très différentes, entre le Kazakhstan qui dès les années 90 a laissé une grande part au secteur privé, a beaucoup privatisé d'ailleurs, et le Turkménistan qui n'a pas privatisé et où l'État joue un rôle essentiel. Et puis des pays qui évoluent comme l'Ouzbékistan, pays le plus peuplé de la région avec 30 millions d'habitants et qui entament des réformes extrêmement intéressantes, extrêmement ambitieuses. Donc on a, chaque pays a ses spécificités, un climat des affaires et une pratique des affaires. Qu'est-ce qu'on peut trouver en commun? C'est l'aspect culturel. Ces pays ont un passé
en partie commun, l'Empire russe, l'Union soviétique, et donc également en ce qui concerne les normes, ça laisse encore les normes, la façon de travailler, l'aspect juridique, la bureaucratie joue encore un rôle important. Et donc, c'est essentiel de bien intégrer dans une démarche commerciale sur ces pays le fait qu'ils ne sont pas apparus comme ça, ex nihilo sur la scène internationale, qu'ils ont effectivement toute une histoire, et en partie une histoire commune. Et donc on parle russe encore beaucoup dans les affaires? On parle russe. Alors on parle russe, c'est la langue de la diplomatie. Hein. Tous les chefs d'État de la région se parlent entre eux et les ministres, ils se parlent entre eux en russe, c'est la langue diplomatique. Mais ça reste encore la langue de travail en grande partie. Tous les cadres qui étaient au pouvoir dans les années 90, effectivement, même si leur langue est turcophone et perse pour le Tadjikistan, c'était le russe qui était la langue de l'administration, la langue des affaires, de l'économie. Aujourd'hui, ça reste encore très largement le cas. Un peu moins sur des pays qui sont très ouverts, comme le Kazakhstan, où très vite il y a eu des programmes pour envoyer des étudiants à l'étranger, et vous avez une nouvelle génération qui pratique l'anglais des affaires. Mais pour le reste, oui, les contrats se négocient en russe, les contrats s'écrivent aussi en russe, même si la législation peut imposer qu'ils soient en langue locale. Et donc, pour une entreprise, elle doit intégrer cette dimension dans sa démarche commerciale. C'est préférable qu'un cadre commercial sur cette zone ait une bonne connaissance de ses spécificités russes. Bonjour Christophe. Bonjour Caroline. On parle actuellement beaucoup de route de la soie. Pouvez-vous nous redéfinir en quelques mots en quoi consiste ce programme? Alors le président Xi Jinping, à l'automne 2013, a annoncé un programme qu'il a qualifié de multilatéral et de gagnant-gagnant, qui se déclinait en 5 points: la coordination des politiques de développement, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce et des investissements, la coopération financière et la libération des échanges culturels et scientifiques. On appelle aussi ce programme Belt and Road Initiative. Qu'est-ce que ça signifie exactement? L'Europe étant le partenaire principal commercial de la Chine, il s'agissait de relier la Chine à l'Europe par une ceinture terrestre et une route maritime, en utilisant les anciens trajets des routes de la soie. Et donc, c'est pour cela que la définition Yidai-Yilou, qui est actuellement devenue BRI, a vu le jour. Et quelles sont les raisons qui ont poussé la Chine à cette initiative, à ce programme? Elle en arrivait à un stade de développement où il fallait à la fois sécuriser l'approvisionnement en ressources et donc canaliser par des flux bien précis toutes les ressources énergétiques dont elle avait besoin. Il fallait aussi trouver des marchés pour une économie chinoise qui commençait à être en surcapacité, et également préparer l'avenir au niveau de l'influence de la Chine, donc pouvoir avoir des chenaux bien balisés d'entrée de la Chine à l'étranger. Et où en est-on actuellement? Quels sont les résultats? Alors le projet a pris une ampleur très importante, puisque c'est 133 pays sur les 196 admis à l'ONU qui ont signé à ce jour des protocoles pour développer les routes de la soie. C'est un peu surprenant qu'on ait eu ce développement, puisque la route de la soie avait au départ un caractère très focalisé. Bonjour Philippe. Bonjour Caroline. Abordons maintenant les modes d'entrée en Russie. Quelles sont les possibilités dans ce pays? Alors, le territoire est immense, finalement. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on rentre par Moscou, est-ce qu'on rentre par Saint-Pétersbourg, ou est-ce qu'au contraire, on se dit on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va à Nijni-Novgorod, qui est quand même à 900 km de Moscou, ou est-ce qu'on va encore un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va à Ekaterinbourg, qui est juste aux portes, qui est dans l'Oural, ou va-t-on encore plus loin, c'est-à-dire à Novosibirsk, juste au point d'équilibre entre Moscou et Pékin, c'est-à-dire à pratiquement 4500 km de Moscou. Est-ce qu'on va au lac Baïkal, donc à Irkoutsk, ou quasiment au Pacifique, dans le Pacifique, sur la zone Pacifique, à Vladivostok,
face aux États-Unis, vous voyez, c'est très vaste. Bon, alors, bien évidemment, il serait un peu dangereux de rentrer sur des pays en dehors de la Russie européenne et d'aller tout de suite dans la Russie sibérienne, qui est quand même particulier, bien que nos groupes sont présents. Auchan, par exemple, est présent et amène de très nombreuses PME, ETI avec elle dans ces régions. Renault Avtovaz est également présente à travers des implantations industrielles. Danone également a de nombreuses implantations industrielles sur absolument tout le territoire. Donc très souvent, il y a des sous-traitants, il y a des intervenants qui viennent aussi dans ces régions. Donc c'est pour ça que les modes d'entrée sont normaux. Maintenant, pour un primo-exportateur qui va rentrer sur le marché réellement Russie, il doit se poser un certain nombre de questions. Ces questions, vous les connaissez, Caroline, comme moi, c'est finalement la question de ce schéma qu'on pourrait imaginer, à savoir, est-ce qu'on va commencer par exporter, est-ce qu'on va commencer par faire un export classique, qui sera financé par quoi, par une banque ou directement par sa trésorerie? Est-ce qu'on va concéder un crédit à un distributeur, à un importateur qui va accepter de prendre nos produits? Alors pour ça, il y a des tas de possibilités, il y a des foires commerciales, il y a des tas d'invitations, il y a des tas d'opportunités en fonction de la catégorie de ces produits. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Caroline. Alors donc j'ai décidé de m'implanter au Brésil, je veux monter une structure là-bas où je veux travailler à distance avec le Brésil. Quels seraient selon vous les bons modes d'implantation pour travailler avec le Brésil compte tenu de l'environnement légal, réglementaire? Alors il y a d'abord déjà un premier leurre, une première erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est penser qu'on puisse travailler à distance avec le Brésil. Donc le Brésil est un pays protectionniste, ça ne plaît pas mais c'est une réalité et donc les barrières douanières sont très fortes. Ce qui fait que pour travailler avec le Brésil, il faut être au Brésil et donc s'implanter. Et cette politique ne changera pas pour les années à venir. Maintenant, sur le mode d'implantation, c'est assez simple. D'un point de vue juridique, vous prenez à peu près le bain dans lequel vous trempez en tant qu'entrepreneur français et vous retrouvez à peu près la même température et le même flottement au Brésil. Donc il y a environ les mêmes sociétés, les SARL, les sociétés anonymes, etc. Donc un panel assez large. On prend le véhicule le plus léger, qui est souvent la société, la SARL, comme ici. Vous n'avez pas besoin d'avoir des associés locaux, vous n'avez pas besoin d'avoir un dirigeant local brésilien. Donc les portes, finalement, sont assez grandes, ouvertes pour l'investissement étranger, avec un modèle qui nous convient, puisque c'est le modèle que l'on connaît en France, d'un point de vue, en tout cas, juridique. C'est très intéressant, mais est-ce qu'il y a des modes de financement particuliers auxquels on peut avoir accès? Alors ça, c'est la vraie difficulté, parce que autant d'un point de vue juridique, je pense que l'entrepreneur comprend assez vite quel est cet environnement brésilien, autant sur les financements, c'est plus compliqué. Vous ne vous financez pas au Brésil parce que vous avez des taux directeurs très importants qui tirent un crédit allant de 30 à 40% parfois. Donc c'est très lourd, notamment si on est un jeune entrepreneur. Donc ça ne marche pas. 2, il faut profiter de ce qu'on ne maîtrise pas toujours, qui sont les modes de financement français, offerts par la BPI, par toutes ces institutions françaises qui aident énormément les entrepreneurs français à l'étranger. Et puis, 3, ça c'est le fruit de l'expérience, le Brésil c'est long. Et donc le temps c'est de l'argent. Tant que vous n'avez pas lancé votre entreprise, et une fois que vous avez lancé votre entreprise, celle-ci sera à peu près rentable sur 18-24 mois, donc c'est 2 ans, il faut que vous puissiez assurer en trésorerie. Et très souvent, vous avez de très bons business plans, de bons financements, mais finalement, le deal s'enlise parce que les entreprises françaises n'avaient pas prévu cette trésorerie suffisante pour tenir. Donc le Brésil, ça se mérite, ce sont des larmes et du sang, il y a une administration, une bureaucratie insupportable, ce qui rallonge les délais. Et donc, si vous n'avez pas de l'argent et suffisamment bien budgété votre aventure brésilienne en France, vous ne tiendrez pas. Bonjour Philippe. Bonjour Caroline. Nous sommes une entreprise française et nous souhaitons parvenir à un accord avec une entreprise russe, ce qui va signifier des négociations. Est-ce très compliqué en Russie, très long? Comment doit-on s'y prendre? Je crois que vous avez raison.
on ne s'y prend pas de la même manière que si on allait exporter en Allemagne, en Italie ou en Chine. Donc il y a 3 éléments à prendre en compte. D'abord, la notion du temps, la vigilance et l'aspect de confiance. Bonjour Armelle. Bonjour Caroline. La France a une longue histoire avec l'Afrique de l'Ouest. Mais quelle est actuellement l'image de la France dans ces pays-là? Il y a une étude qui vient de sortir par le CIAN et qui montre que, à l'échelle internationale, la France est le 5e pays le mieux perçu. Mais ça veut dire qu'il y a effectivement l'Allemagne qui est largement mieux perçue que la France, la Chine, les États-Unis et le Japon. Donc la 5e place, c'est quand même pas terrible. Et qu'est-ce qui est particulièrement reproché alors à l'attitude française? En général, on dit de nous que nous sommes arrogants, que nous sommes donneurs de leçons. Donc en général, c'est les 2 reproches qui nous sont souvent attribués. Alors quelle serait donc la bonne façon d'aborder des relations avec des entrepreneurs africains? Alors déjà, il y a une notion du temps qui est très particulière. Dans le cadre de mes programmes, enfin des programmes que je développe auprès des pouvoirs publics, en général, c'est 2 ans de lobbying. Et puis, il y a aussi également un paramètre temps. C'est pas parce que, suite à une rencontre qui s'est très bien passée, il ne se passe plus rien pendant une semaine, parfois même un mois, que ça veut dire que c'est foutu. Il y a parfois une notion du temps qui ne donne pas les mêmes réactivités. Et puis, il y a aussi un facteur important dans les pays dans lesquels j'ai pu travailler, c'est qu'il n'y a pas de délégation. La délégation n'est pas la même que chez nous. Et bien souvent, tant que la personne n'a pas l'information, n'a pas le go de là-haut, il y aura un silence radio jusqu'à ce que ce go parvienne. Donc, ce qui veut dire que dans mes négociations, ce facteur temps est très important. Il est très important aussi de le communiquer en interne, chez moi. Il m'arrive d'aller dans certains pays et de ne pas rencontrer mes interlocuteurs tout de suite. En fait, attendre dans une audience, dans un cabinet, ou attendre un interlocuteur longtemps, ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans un rapport de force. C'est parfois une notion du temps qui est différente, très différente. Bonjour Mathias. Bonjour Caroline. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu de votre expérience, comment on interagit avec des clients locaux, comment on négocie avec des clients potentiels en Amérique latine? Y a-t-il des règles, des pratiques, des façons de faire? Oui, il y a une pratique qui est très très courante au Mexique et dans beaucoup de pays d'Amérique latine, puisque ce sont des pays latins et on aura beaucoup de similitudes, qui est de créer une relation sympathique, affective avec le client. C'est très très important. Au Mexique, la relation est prioritaire. Donc on va passer du temps avec du client, donc on va mélanger beaucoup une relation professionnelle avec une relation privée. Il est rare au Mexique qu'il y ait une réunion sans qu'il y ait quelques blagues qui fusent. Ça fait partie du modus vivendi qui va créer ces conditions de sympathie qui sont très très importantes dans les affaires. Est-ce qu'on mélange sphère publique, travail et sphère privée? Est-ce qu'on invite les gens chez soi? Est-ce qu'on va dîner chez eux? Ou est-ce qu'on reste dans un cadre plus restaurant, bureau? Là, c'est plus restaurant. Les Mexicains, en fait, n'invitent pas forcément beaucoup chez eux. Pas beaucoup dans la tradition. Mais c'est très restaurant et on passe du temps ensemble, bien sûr. Un restaurant, ça peut durer longtemps, un déjeuner avec des Mexicains? Oui, déjeuner et boire. Boire est assez important aussi.